Alors, je suis Christian Bulot, je suis, pour être historiquement précis, un des initiateurs de la démarche d'intelligence économique en France. J'ai été avec plusieurs personnes à l'origine du rapport Martre, donc sur le sujet. Je dirige maintenant depuis 20 ans une école qui s'appelle l'École des guerres économiques et aussi d'ailleurs un cabinet de consultants qui s'appelle Spin Partner. Je pense aussi être à l'origine d'un certain nombre d'écrits, d'où ma présence dans vos murs d'ailleurs, puisque je crois qu'on va parler d'un de mes derniers ouvrages auxquels j'ai contribué. Alors j'ai voulu créer ce livre, le nationalisme économique américain, pour une raison très simple, c'est que à travers mon expérience de formateur, mais aussi en lisant ce qui a été fait ailleurs, je pensais qu'il y avait un problème, c'est-à-dire qu'on n'abordait pas cette problématique, le nationalisme économique américain. J'avais l'impression que c'était un non-dit ou que c'était un sujet qu'on préférait éviter dans le monde académique, mais pas seulement, puisque j'ai essayé de chercher des essais sur le sujet, j'en ai pas trouvé. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans cette aventure. Je dis on puisque ce livre est le résultat d'un travail qui a été fait par la 20e promo de l'EGE à la fin de l'année 2016 et moi j'en ai assuré non seulement la promotion mais surtout la réalisation par la réalisation justement de cet ouvrage. Définir le nationalisme américain économique, qui plus est, c'est pas simple, parce qu'il a évolué dans le temps. On peut dire que au départ, c'était une posture tout à fait compréhensible. La jeune République américaine cherche à ne pas se faire dévorer par des pays plus puissants qu'elle, donc c'est d'abord je protège ce que je possède. Et puis avec le temps, cette posture va bien entendu évoluer. On n'aura pas un nationalisme économique américain rigide, centré sur l'enrichissement localisé à quelques États phares. On va avoir des évolutions très contradictoires. D'un côté, il y a toute la construction des États-Unis, la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire un nationalisme conquérant à l'intérieur d'un périmètre continental. Puis ensuite, on aura un pays qui va se construire au-delà, bien entendu, du périmètre continental. Et là, on va passer à un autre sujet, si je puis dire, qui est comment j'accrois ma puissance en faisant en sorte que l'économie soit un des leviers principaux de cette puissance. Et là, on verra les États-Unis devenir une puissance qui ne s'affichera pas comme conquérante, parce que c'est l'art de la guerre, justement, du nationalisme américain, c'est d'apporter la liberté. Ce n'est pas d'être conquérant, alors qu'en fait, en apportant la liberté, on conquiert. Et ce nationalisme, au cours du XXe siècle, va lui-même évoluer en plusieurs séquences, très rythmées par les deux conflits mondiaux d'ailleurs, et surtout, si je dois focaliser sur la dernière phase, c'est que lorsque les États-Unis commencent un peu à subir le contre-coup de leur élan post-Seconde Guerre mondiale, donc ça apparaît ça fin des années 60, eh bien on a un pays qui va chercher des prétextes pour durcir un certain nombre de comportements économiques. Ça va être les politiques Clinton, la sécurité économique, l'expression apparaît à ce moment-là. Ça n'a pas pour autant créé un débat sur le nationalisme économique américain, pourtant parler de sécurité économique, ça renvoie immédiatement à une posture défensive, et ce nationalisme économique américain va être à la fois, va devenir défensif, plaider pour une concurrence plus loyal alors qu'il est lui-même fortement déloyal dans bien des domaines, et pour en arriver aujourd'hui à la politique Trump très agressive où on pourrait croire que c'est un repli sur soi, mais c'est à la fois un nationalisme défensif et qui reste complètement conquérant dans bien des domaines.
Alors le nationalisme économique américain aujourd'hui, il se traduit par quoi? D'abord par la grande angoisse de la rivalité avec la Chine, même si justement le sujet n'est pas du tout présenté comme ça. Il y a un grand marché, il y a la mondialisation des échanges, donc ça c'est la version officielle pacifique, disons. Et puis derrière ce décor qu'Adrien donne en Russie, j'aime bien cette expression souvent, il y a la réalité, et la réalité c'est que la Chine est en train de menacer la puissance des États-Unis sur le terrain économique. Et l'expression la plus précise aujourd'hui de ce nationalisme économique américain, c'est de se poser la question de fond, comment empêcher la Chine de devenir la première puissance économique du monde. Et ça va se traduire par un certain nombre d'actes, et ces actes commencent avec la politique Trump. Cette politique Trump, au-delà des facéties du personnage, c'est d'obliger un certain nombre d'acteurs économiques américains à recentrer leur positionnement sur le continent, mais c'est aussi limiter par tous les moyens possibles, que ce soit normatif ou autre, la pénétration du marché américain, voire plus que le marché américain, par l'économie chinoise. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on le connaît bien, c'est le pétrole, c'est l'énergie, ce sont les ressources naturelles. On le voit dans la géopolitique, il y a un lien direct entre les conflits au Moyen-Orient et cet axe, mais pas qu'au Moyen-Orient. Le troisième, c'est bien entendu un axe majeur, c'est la suprématie du dollar. Il est hors de question pour les États-Unis de la perdre, même si elle est très fortement menacée. Et s'il fallait en trouver un quatrième, il nous tend les bras, j'ai envie de dire, c'est le monopole, la situation de quasi-monopole des GAFA dans le monde émergent, qui est le monde immatériel, à côté du premier, qui est le monde matériel. Et là, il n'y a pas de libre concurrence. Il y a une situation comme au début du XXe siècle avec l'empire Rockefeller, sauf que c'est plus l'empire Rockefeller. C'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Facebook et les autres. Et on est dans une situation où on ne parle même pas de nationalisme, puisque on a même du mal à dire que c'est une situation de monopole. Voilà. Donc c'est ces quatre grands axes-là qui sont déterminants pour expliquer ce qu'est le nationalisme économique américain. Alors cet ouvrage, il a une vocation qui est au départ très modeste, c'est-à-dire que c'est un marqueur. L'expression nationalisme américain, pour tout un tas de gens, ça n'existe pas, c'est même sûrement même un contresens. Pour nous, 1, ça existe, 2, ce n'est pas un contresens, 3, c'est un encouragement à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que cet ouvrage, c'est un début de réflexion. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des doctorants, qu'il y ait des chercheurs qui travaillent sur ce thème, qui reviennent sur l'histoire. L'aspect historique est très très important, qui montre bien les contradictions internes du modèle. La guerre de sécession, c'est pas simplement le problème de l'esclavage, c'est deux modèles économiques qui s'affrontent, l'un qui cherche la fermeture, l'autre qui cherche l'ouverture, et on voit bien l'issue du conflit. C'est aussi, bien entendu, travailler sur l'aspect contemporain du sujet, dans le sens où aujourd'hui, on a encore énormément de mal à faire la démonstration qu'il y a un lien très très fort entre la géopolitique américaine et entre des enjeux économiques, et que ce ne sont pas simplement les entreprises qui dictent la loi au gouvernement fédéral, mais c'est aussi un intérêt supérieur, on pourrait dire suprême, de la puissance américaine qui s'impose à des acteurs économiques américains. Et cette démonstration-là, eh bien, il va falloir la faire, et il y a beaucoup de travail encore pour rendre complètement légitime le concept, si on peut l'appeler ainsi, de nationalisme économique américain.